À vrai dire, est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte et exigeante sur toutes les questions qui font problème. À vrai dire, avec Luc Germain sur RDI Guyane. Fais-moi Vas-y, taper avec la main parce que je vois rien. J'entends rien. vas-y. Luc, on est donc en direct avec Luc Germain. Oui, bonjour à tous. Vous êtes bien sur RDI 105.1 à Cayenne, 88.4 à Kourou, ainsi que sur Facebook Live. Alors bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Jean-Xavier Bello, directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Bonjour Monsieur Jean-Xavier Bello. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Alors, comment allez-vous, Monsieur Bello? Écoutez, moi je vais bien. Dans cette période un peu délicate, cette question anodine prend tout son sens. Alors, comment appliquez-vous les mesures de confinement du coronavirus? Alors nous appliquons de manière, j'espère, la plus efficace possible ces mesures de confinement au sein de la CGSS. Dès lundi dernier, lundi 16 mars, nous avons fermé les accueils au public. Ça a été la première mesure véritablement visible pour l'ensemble de la population, avec comme objectif qui correspond à l'objectif de pouvoir protéger déjà les salariés de la CGSS et participer à la non-diffusion du virus par là même. Sachant que depuis, on a mis également, on laisse une grande partie du personnel à domicile. D'une part parce qu'on a beaucoup de mamans des fois de papas qui gardent leurs enfants à domicile et qui sont donc consignés chez eux pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et d'autre part, toutes les activités qui n'étaient pas indispensables, nous les avons laissées également à domicile de manière à limiter le nombre de personnes qui travaillent sur site, et nous développons rapidement le télétravail pour permettre effectivement à nos collaborateurs de travailler chez eux et de pouvoir malgré tout rendre le service maximal à la population, aux professionnels de santé, aux entreprises, de manière à ce que les services de la CGSS continuent à fonctionner dans cette période de crise. Donc deux Bien, ça grands c'est... objectifs, la sécurité d'une part Attendez. et l'activité de l'autre. Oui. Non, néanmoins, pour rester un peu sur le sujet, combien de personnes de la CGSS, alors combien sont-elles d'ailleurs, dans le cas des effectifs généraux, combien sont en poste de travail chez elles et combien au siège de la Sécurité sociale? Donc, on a environ 400 personnes qui travaillent à la CGSS habituellement, entre les CDI et les CDD. Et nous avons aujourd'hui environ 70 personnes qui sont en télétravail, et nous en avons euh, une trentaine qui sont sur site. Bien, alors lorsque le ministre dit, mais finalement, il faut aller travailler pour ceux qui peuvent y aller et rester chez soi pour les autres, est-ce que c'est clairement appliqué chez vous? Oui, c'est bien ce que nous appliquons. L'impératif, encore une fois, c'est la sécurité. Et nous allons pouvoir permettre à nos collaborateurs de venir. Alors, encore une fois, ça passe par deux phases. La première, c'est le développement du télétravail qui est en train d'augmenter. On monte en charge progressivement. Et donc, on a basculé un certain nombre d'agents en télétravail la semaine dernière et on va continuer toute cette semaine de manière à ce que les collaborateurs puissent travailler depuis chez eux lorsque c'est possible. Voilà. Donc, on monte en charge à ce niveau-là. La, la deuxième partie qui est déjà en cours, c'est les activités indispensables. Les personnes viennent sur site pour les réaliser. Voilà. Et enfin, on va pouvoir travailler sur l'autre phase, c'est-à-dire qu'on sécurise les locaux, on s'assure qu'il n'y ait pas un nombre important de collaborateurs dans les bureaux, qu'il n'y ait pas de proximité, qu'il n'y ait pas de risque, que tous les gestes barrières soient bien identifiés, bien compris, bien appliqués. On a renforcé les mesures de ménage de manière à pouvoir faire venir sur site un certain nombre de collaborateurs également. Alors, pouvez-vous nous préciser si il y a oui ou non, si l'accueil du public est oui ou non organisé à la Sécurité sociale? Alors, l'accueil du public est organisé, il fonctionne. Maintenant, il ne fonctionne pas sur les modalités habituelles. C'est-à-dire que l'accueil physique ne fonctionne plus, l'accueil ne fonctionne plus sur l'accueil physique. Voilà. Mais l'accueil fonctionne. L'accueil, je rappelle, ce n'est pas que le fait de venir physiquement dans un point de contact de la CGSS et rencontrer une personne. L'accueil, c'est aussi
Les locaux sont fermés pour le public. Depuis ce lundi 16 mars, je vous l'ai dit, on a fermé tous les accueils physiques. Donc, l'accueil physique, rideau. Voilà. Alors, téléphone, vous l'avez dit, téléphone. Dans des cas vraiment exceptionnels, de pouvoir recevoir une personne, si vraiment il n'y a pas d'autre solution. Mais l'accueil physique, le principe, c'est que c'est fermé, on n'a plus d'accueil physique. Alors, avez-vous mis en place une plateforme Internet, Monsieur Bello? Alors, une plateforme Internet, je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement par là. Bon, c'est une adresse à laquelle que peuvent joindre les ressortissants, enfin le public, comme les entrepreneurs. Prenons un exemple aujourd'hui. L'URSSAF a différé la cotisation du 5 mars au 5, on va y revenir, hein, au 5 avril. Pour ce faire, il y avait la possibilité d'aller sur un réseau, donc sur Internet. Donc, ce que je voulais savoir, c'est si la CGSS mettait à disposition du public une adresse, un cadre auquel il peut se référer pour ses démarches. Oui, alors je dirais même qu'on fait beaucoup mieux que ça, parce que en temps normal, je rappelle que nos services sont très largement accessibles par voie dématérialisée. Si on regarde la maladie, si on les prend les principaux, je vais quand même essayer d'être rapide. Sur l'assurance maladie, on a le compte Amélie. Et j'invite chacun à ouvrir son compte Amélie. Et grâce à son compte Amélie, il peut suivre ses remboursements, il peut nous envoyer un mail qui est sécurisé, qui est tracé et qui nous permet d'échanger avec lui. Il peut avoir les attestations donc, de remboursement, il peut faire des démarches s'il va à l'étranger. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est peut-être plus tout à fait l'actualité. Il peut suivre ses indemnités journalières. Enfin bref, la quasi-totalité, une grande partie des démarches sont réalisables par le site Amélie. Pour la retraite, excusez-moi, on va faire point par point si vous le permettez. Prenons le cas d'Amélie. Il me semble que considérer le profil social ou socio-économique des publics en Guyane, un grand nombre, pour ne pas dire la majorité des gens, ne sont pas équipés des moyens de contacter Amélie. Alors comment fait Amélie pour entrer en rapport avec eux? Alors, dire que personne n'est équipé, c'est pas tout à fait la réalité. Un certain nombre ne sont pas équipés. Mais je rappelle aussi qu'Amélie, c'est aussi par un smartphone. Ce n'est pas forcément que par un ordinateur. C'est aussi par un smartphone. Et si on prend le nombre de personnes qui ont un smartphone, finalement, on se rend compte que malgré tout, il y a quand même un taux d'équipement qui n'est pas si mauvais que ça. Hein, donc, vous disposez de statistiques pour nous dire, eh bien, écoutez, grosso modo, il y a 50, 60, 70 personnes qui sont en mesure de nous joindre par voie dématérialisée. En fait, les statistiques, oui, on peut avoir des statistiques. Effectivement, là, je les ai pas. Je vais pas vous mentir, je les ai pas là sous le coude, mais effectivement, on peut voir le nombre d'échanges qui ont lieu. Ce sont des statistiques nationales là qu'il faut reprendre, hein, mais on a effectivement tout un flux d'échanges, mais qui va normalement croître pendant cette période parce qu'effectivement, ça devient un canal privilégié d'échange, de contact avec les assurés. Mais malgré tout, et parce qu'on arrête l'accueil physique, on arrête ce que je vous disais, on n'arrête pas tous les accueils et on doit s'assurer effectivement que chacun puisse nous contacter. Donc, si ce n'est pas possible par ces canaux-là, ce qui arrive effectivement, comme vous l'avez dit, dans un certain nombre de situations, le téléphone reste ouvert. Donc, le 3646 pour l'assurance maladie, il est parfaitement ouvert. La plateforme aujourd'hui, d'ailleurs, elle est en téléservice, donc on n'a plus de plateforme ici sur site. Les téléconseillers travaillent depuis chez eux, ce qui garantit aussi la pérennité de la plateforme dans ce contexte. Vous avez dit plateforme, Monsieur Bello. Vous avez dit plateforme et tout à l'heure. Vous avez dit plateforme. On a une plateforme téléphonique, oui. Ah, oui, d'accord. Voilà. On a une plateforme téléphonique et qui permet effectivement de répondre aux assurés sociaux et qui permet effectivement, donc cette fois-ci, d'avoir un échange par téléphone et de répondre et de traiter la plupart des demandes. Alors, bien évidemment, en cette période, on demande aussi aux assurés d'éviter de saturer les lignes sur des demandes qui pourraient être reportées, qui sont moins urgentes. Voilà, de prioriser effectivement l'échange par mail lorsque c'est possible. Encore une fois, on est bien conscient que ce n'est pas toujours possible. Et d'éviter également de nous solliciter pour des démarches qui
sont peut-être moins urgentes, voilà, et de garder vraiment les démarches les plus urgentes de manière à ce qu'on puisse bien les prioriser, bien les traiter. Alors, Luc, j'aurais pu commencer par cette première question, Marc. Oui, mais c'était pour relayer les questions. Vas-y, je t'en prie. Oui, d'accord. Alors, quand même, base de départ, une information que je ne vais pas demander, c'est combien y a-t-il d'assurés sociaux en Guyane? Alors, nous avons plus de 200 000, environ 200 000 assurés sociaux en Guyane. Oui. Bien. Donc, alors, à ces 200 000 assurés sociaux, nous leur suggérons, s'ils le souhaitent, de nous contacter pendant cette session de Facebook Live et éventuellement pour vous poser les questions, puisqu'il est prévu que celles-ci soient posées en direct éventuellement. D'accord. Voilà, donc Luc, une première question que je relaye, si tu veux bien. Comment il traite les autodéclarations? Que sait-il d'un éventuel élargissement de la dérogation aux aidants de personnes dépendantes, hors handicap et mineurs? Voilà, alors, je pense que là, on veut parler des arrêts de travail qui sont autodéclarés. Je pense que c'est de cela dont on parle. Les autodéclarations d'arrêt, oui, je suppose. Je pense que ce sont les arrêts de travail. Parce qu'effectivement, on a mis en place, au niveau national et bien sûr en Guyane, un système simplifié qui permet de traiter les arrêts de travail dans les circonstances exceptionnelles qui sont les nôtres. Alors peut-être je vous propose peut-être de rebalayer rapidement ces principes-là pour que ça soit le plus clair possible, puisqu'effectivement on a différentes situations qui se présentent et qui apportent effectivement des modalités un peu différentes de traitement. Alors rappelez déjà que l'arrêt de, pour rien vous cacher, je prends mes notes pour pas moi-même m'y tromper, mais la première situation, c'est que l'arrêt de travail de droit commun, quand on est vraiment en maladie, donc, continue à exister et à être utilisé et utilisable. D'accord et c'est le cas notamment donc, pour les personnes qui seraient malades et infectées par le Covid-19. Quand elles sont vraiment en maladie, c'est l'arrêt de travail classique qui fonctionne. Okay, à ce niveau-là, les seuls changements qui peuvent apparaître, c'est de deux ordres. D'abord, il y a en termes de délai de carence, il y a une décision qui a été prise, donc c'est en termes de couverture de droit où il n'y a pas de délai de carence qui s'applique pour les malades du Covid-19. C'est une décision qui vient d'être validée, d'une part. Et d'autre part, c'est en termes de transmission. Là aussi, on demande au maximum à la population, aux professionnels de santé, de favoriser la dématérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin doit pouvoir, sous réserve là aussi de bonnes connexions Internet et qui soient valables, mais peut nous télétransmettre la vie d'arrêt de travail. Okay, et donc, on peut le recevoir par flux dématérialisé. Ça existe et ça permet effectivement de traiter sans manipulation de papier finalement. Alors, ça vaut pour les maladies professionnelles? Ça, c'est pour les maladies. Oui, c'est pour toutes les maladies. Les arrêts de travail, d'accord. Pour les arrêts de travail. Après, il y a l'assuré qui est maintenu à domicile par décision, effectivement, des consignes sanitaires exceptionnelles. OK. Donc là, c'est le cas où il y a une décision de l'ARS de confiner les personnes parce que effectivement, par exemple, elles reviennent de métropole, elles ont un risque particulier et donc il y a des mesures de confinement qui s'appliquent. Donc là, c'est géré par l'ARS en fait qui établit des listes qu'elle nous transmet elle transmet ces listes à l'assurance maladie parce que c'est une décision de l'ARS. Donc, elle nous transmet des listes et on va générer et gérer l'arrêt de travail de ces personnes. Ok. Donc, ça, c'est des cas. Est-ce que vous le faites immédiatement, c'est-à-dire dans les temps qui seraient les temps normaux? Alors, on le fait dans les meilleurs temps possibles. Aujourd'hui, on se met vraiment en ordre de marche pour pouvoir traiter dans les meilleurs délais ces arrêts de travail. Je ne peux pas vous garantir aujourd'hui le délai, je vais être honnête avec vous, parce qu'effectivement, on a mis du personnel, on a renforcé ces services pour faire face. Aujourd'hui, on n'a pas de retard. Maintenant, on sait qu'on n'a pas reçu tous ces arrêts de travail. Et donc, quand on va les recevoir en nombre, il va falloir, et suivant le nombre, on va voir comment on arrive à absorber ce volume d'arrêts de travail. Souvent, la complexité pour nous, et là aussi j'en appelle pour le coup, ça me permet je vous remercie de votre question, ça me permet de faire un relais aux entreprises. Souvent, la difficulté pour nous, c'est de recevoir les attestations de salaire des entreprises.
Donc, les entreprises nous envoient dans les meilleurs délais, effectivement, les éléments de salaire pour qu'on puisse gérer l'arrêt de travail. Sinon, on ne peut pas le gérer si on n'a pas cette partie-là de l'arrêt de travail. Et donc, si les entreprises nous répondent et renvoient rapidement ces éléments-là, on va pouvoir traiter d'autant plus facilement et d'autant plus rapidement ces arrêts de travail sans avoir besoin de les relancer, de leur demander, ce qui est beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus long. Alors, si vous permettez, ce qui indique qu'aujourd'hui, parce que vous savez que ceux qui vont au travail ont souvent une fonction stratégique ou une fonction importante dans le fonctionnement de l'organisation de la société, est-ce qu'ils sont garantis, assurés? Le délai carence, effectivement, c'est public, donc il me semble que le gouvernement ne reviendra pas dessus. Cela dit, est-ce que ça fait partie des ordonnances? Et deux, peuvent-ils être assurés d'être pris en charge, quelle que soit la durée du jugement ou de l'instruction de leur dossier? Oui, donc là, le gouvernement a pris des mesures très fortes et des engagements très forts pour garantir que pendant cette période de crise, il y ait une couverture de l'ensemble des populations et que l'impact soit minimisé au maximum. D'où le fait d'avoir ces arrêts de travail qui sont mis en place, alors avec des durées qui ont été limitées. Normalement, c'est à 14 jours. Alors, ce que je viens d'évoquer, d'ailleurs, c'est jusqu'à 20 jours maximum, hein, donc sur décision, encore une fois, de l'ARS. Cela étant, des possibilités de renouvellement sont possibles parce que ce qui va, et j'en arrivais au dernier type d'arrêt de travail, ce sont effectivement les personnes qui sont à domicile pour garder leurs enfants. Okay. Voilà, c'était la question de la personne, effectivement. Voilà, les personnes les gardes d'enfants de moins de 16 ans ou les handicapés. Voilà, et là, effectivement, c'est un service un téléservice déclare.amélie qui permet à l'entreprise, effectivement, hein, de réaliser cette démarche. Hein, OK. Sachant qu'il y a aussi le volet des personnes vulnérables ou à risque, où là, effectivement, c'est par ce service de déclaration. Hein, donc, ce sont les personnes, pour l'essentiel, qui ont une ALD, en fait, une affection longue durée. Donc, une affection longue durée, ça veut dire c'est une maladie longue, une maladie souvent chronique. Hein. Et ces personnes-là peuvent aller sur déclare.amélie.fr et là aussi faire leur télédéclaration d'arrêt de travail qui leur permet effectivement d'être couvertes et d'être pris en charge. Bien sûr, il est préférable qu'elles en informent également leur employeur. Hein. Monsieur Bello, alors j'aimerais qu'on on prenne un peu de hauteur vis-à-vis de tout ça. Quand je dis de hauteur, c'est avoir des éléments de généralité. Vous nous avez indiqué le nombre d'assurés sociaux en Guyane. On n'a qu'une connaissance assez imprécise quand même de ceux qui ne sont pas tout à fait dans le circuit. Ils sont relativement nombreux. Ce que je souhaite savoir aujourd'hui, c'est quels sont pour vous, dans la relation de service que vous avez au public, quelles sont les incidences du coronavirus? Est-ce que vous avez des publics qui soudainement n'existent plus? Est-ce que vous gardez une relation constante avec tout le monde? Et y a-t-il des dommages? Alors, notre objectif, c'est bien évidemment de garantir le service à l'ensemble des publics, hein, au maximum, bien évidemment. Et on oublie et on ne veut oublier aucun public. Maintenant, là où vous avez raison, on priorise les activités. On est en situation exceptionnelle, hein, et donc il y a des activités qui deviennent prioritaires par rapport à d'autres. Voilà. Donc, c'est notamment le maintien des ressources. Donc, on priorise le traitement des arrêts de travail de manière à pouvoir les traiter le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas de rupture dans les ressources des assurés sociaux. On priorise le traitement des invalidités, le traitement des rentes, le traitement des retraites, évidemment. Et donc, toutes les retraites à la prochaine échéance seront payées, comme habituellement. Pas de risque, par exemple, que les retraites ne soient pas payées. Elles seront payées. Hein. Oui, parce que vous avez noté, comme tout le monde, qu'à certaines dates, il y a un afflux des personnes autour des guichets et que, bien entendu, la dématérialisation peut poser un problème de ce point de vue-là. Hein, autrement dit, les gens veulent savoir s'ils vont toucher leurs allocations comme avant. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, on ne gère pas la CGSS, les allocations familiales. Voilà. Donc là, c'est au niveau de la CAF qui gère les allocations familiales et qui, effectivement, avec les échéances, peut provoquer aussi des mouvements assez importants dans les guichets. Voilà. Donc nous, on n'est pas sur les allocations familiales, mais tous les traitements qui sont programmés vont bien être respectés. Toutes les équipes sont sur le pont. C'est la priorité, effectivement, de pouvoir payer ces échéances-là.
Comme on va payer aussi aux professionnels de santé. On va payer les dotations aux établissements, on continue à rembourser les feuilles de soins aux médecins, aux infirmiers, voilà, à tous les professionnels de santé. Donc, on maintient l'essentiel de l'activité, clairement. Hein. Oui, Comme alors on moi, continue à ouvrir les droits aux assurés, comme on va continuer à traiter les demandes d'AME, comme on va continuer à traiter les CMU, etc. Donc, on continue à gérer vraiment l'essentiel des traitements. Monsieur Bello, les... oui. Oui, vas-y. Excuse-moi, Allez, Luc. Marc. Monsieur Bello, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc le troisième cas de figure, les autodéclarations. Vous disiez qu'il y a à Oui. peu près 200 000 personnes qui sont référencées à la CGSS. Imaginons que 10% de ces 200 000, donc 20 000, se mettent en autodéclaration. Est-ce que la CGSS Guyane est en capacité à traiter, par exemple, 20 000 demandes d'autodéclaration? On va... Il est évident que pour nous, c'est un challenge de pouvoir gérer toutes ces demandes-là. Hein. Et effectivement, je vous dis, on est sur le pont pour pouvoir traiter ces déclarations et pour pouvoir traiter dans les meilleurs délais pour qu'il n'y ait pas effectivement de rupture de ressources. Après, il ne faut pas oublier non plus que la rupture de ressources, elle n'existe aussi que pour ce que vous évoquez, notamment les gardes d'enfants ou même les les personnes fragiles qui sont en auto-déclaration et qui font effectivement qui représentent une masse assez importante. Hein. Cela étant, la rupture de ressources n'existe aussi que lorsque le salaire n'est pas maintenu par l'entreprise. Or, dans de nombreux cas, les salaires sont maintenus par l'entreprise, ce qui fait que on arrive à limiter ce risque-là aussi pour beaucoup de salariés. Et pour les autres, c'est vraiment notre priorité que de pouvoir les traiter dans les meilleurs délais et pouvoir effectivement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de ressources. Hein. Alors, les ressources de la CGSS sont fondées sur les cotisations, donc sur les salaires. Si l'on considère aujourd'hui qu'un bon nombre d'entreprises s'interrogent, mais n'auront pas la ressource pour alimenter soit leur trésorerie ou pour pérenniser leur activité, comment est-ce que ceci peut-il se traduire du point de vue de vos ressources? Si les entreprises ne peuvent pas payer, comment pourrez-vous on va posséder payer des recettes? oui. Alors déjà, ça me permet aussi déjà un point que je n'ai pas encore abordé, c'est celui des entreprises, parce qu'on a aussi cette casquette en étant CGSS d'assurer le recouvrement auprès des entreprises. Hein. Donc d'être l'équivalent d'une URSSAF en métropole. La politique, là aussi, elle est très claire. Aujourd'hui, on se met en soutien des entreprises hein, et donc on reporte très largement les cotisations, que ce soit pour le régime général, donc pour les employeurs, ou pour les travailleurs indépendants. Hein. Donc les cotisations sont reportées et on n'oblige plus les cotisants à payer leurs cotisations. Alors, voilà. je vous interromps. On va même stopper les prélèvements pour les travailleurs indépendants. Je vous interromps sur ce point à propos des employeurs, c'est plus de 50 personnes, mais il y a ce qui peut surprendre, c'est une imprécision dans la communication, à moins que l'on comprenne mal. Alors, l'échéance reportée, l'échéance prélèvement était reportée au 5 avril, mais l'indication, c'est ensuite, il y a un délai de 3 mois, c'est en tout cas ce que l'ACOS a indiqué ce matin. Il pourrait y avoir un délai de 3 mois, donc on ne comprend pas trop s'il y aura un prélèvement le 5 avril. On croit comprendre que ça pourrait être reporté, mais on n'en est pas sûr. Alors, quelle est la règle aujourd'hui? Alors, quelle est la règle? La règle, c'est bien de dire qu'on donne la possibilité, parce qu'en fait, il y a plusieurs échéances. Il y a une échéance qui est prévue là pour le 5 avril. La prochaine échéance, c'est celle du 5 avril, hein, OK, pour les entreprises de plus de 5 ans. Et cette échéance, comme pour les autres entreprises, il est bien, qui était au 19 mars, elle est bien de pouvoir dire, vous pouvez vous signaler et nous demander de reporter vos cotisations. Et ça sera accordé. Voilà. Donc, on accepte, là aussi, pour les entreprises, c'est ce principe général, on accepte les reports de cotisations pour soutenir ces entreprises. Et effectivement, on est dans un contexte exceptionnel de crise et on ne leur demande pas de payer leurs cotisations parce qu'on prend bien acte qu'il peut y avoir des chutes importantes de chiffre d'affaires et des difficultés pour assurer leurs cotisations sociales. Et donc, on reporte. Alors, moi, ça me permet aussi de souligner
Donc, on ouvre, on se met vraiment en possibilité de reporter. Maintenant, toutes les entreprises ne vont pas reporter leur paiement. D'abord, il y a le secteur public. Et le secteur public, il peut continuer à payer ses cotisations. Voilà, les hôpitaux, par exemple, peuvent payer et doivent continuer à payer leurs cotisations. Ça ne s'applique pas pour eux et c'est normal parce qu'ils n'ont pas de trou dans leur trésorerie et normalement, ils n'ont pas une baisse d'activité. Malheureusement, ça peut plutôt être le contraire. Hein. Voilà. Alors, pour revenir sur les entreprises, avant de passer au secteur public, ce qui nous intéresse effectivement, c'est les entreprises. On a dit qu'elles peuvent lisser le remboursement de ces cotisations qui étaient exigibles le 5 avril. Elles peuvent le lisser sur 3 mois. Alors, la question qui se pose est de savoir si ces entreprises n'ont pas eu de ressources d'exploitation, parce qu'elles n'ont pas fonctionné. Comment exiger des cotisations sur des ressources qui ne se sont pas réalisées? Aujourd'hui, l'urgence a été traitée. On est bien dans une situation exceptionnelle. Quand on regarde la situation, ce qui était vrai il y a une semaine, il y a des jours, il y a 15 jours, et aujourd'hui où on en est, beaucoup de choses se sont passées en très très peu de temps. Et donc, ce qui a été décidé, c'était de traiter l'urgence. Et l'urgence, c'est de ne pas mettre la trésorerie des entreprises en difficulté en exigeant des cotisations ou comme d'exiger des impôts. Et donc, des mesures d'urgence ont été prises pour dire finalement aux entreprises, aujourd'hui, vous êtes en difficulté, vous pouvez ne rien payer en termes de cotisation sociale, hein, puisque c'est la partie qui nous intéresse. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas été jusqu'à dire on va annuler ces cotisations. Pas été non, il y a un certain nombre de conditions d'ailleurs. Ce qui effectivement peut poser question, et les entreprises se manifestent, mais nous on aurait besoin d'une annulation complète de cotisation parce qu'effectivement on est en grande difficulté. Mais ça, il faut se laisser un peu de temps pour le traiter, pour l'analyser, et pour voir les mesures qui seront prises, dans quel sens les choses vont aller. Et pourquoi? Et je vais très simplement, parce que toutes les entreprises déjà ne sont pas du tout dans la même situation. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires par le phénomène de la crise. Et ces entreprises-là, on ne parle pas de celle-là. Ah oui, mais voilà, mais en même temps, mais ça serait, chacun peut bien comprendre, en tant que citoyen, qu'il serait particulièrement choquant d'annuler les cotisations de ces entreprises qui ont au contraire un chiffre d'affaires qui augmente. C'est le cas, par exemple, des commerces alimentaires. Aujourd'hui, très globalement, les commerces alimentaires ont une croissance de leur chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je les appelle à payer leurs cotisations parce que manifestement, ils n'ont pas de difficulté d'en rentrer d'argent, hein, selon toute vraisemblance. Donc, même s'ils ont droit juridiquement de demander un report, en termes de citoyens et de responsables, je ne doute pas qu'ils vont continuer à payer leurs cotisations tout à fait normalement, puisqu'ils ne sont pas dans cette situation-là. Et donc, on a besoin de temps. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a besoin de temps pour pouvoir analyser les choses, pour avoir aussi des politiques qui soient cohérentes au niveau local comme au niveau national. Et donc aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont étudiés au niveau national de manière à avoir une application qui soit la plus efficace possible, la plus juste possible et la plus cohérente possible sur l'ensemble du territoire. C'est un sujet, on ne pourra pas le traiter ici, hein, maintenant, ce n'est pas de ma responsabilité très clairement, ce n'est pas de mes compétences, mais chacun peut comprendre que l'urgence a été traitée en permettant zéro cotisation, finalement tout de suite, hein, de manière très ouverte et très simple. Maintenant, une fois que cette urgence est passée, ou est en train de passer, il va falloir poser les choses, des négociations vont avoir lieu, on verra ce qui va sortir en termes d'étalement sur des durées longues, en termes de remise, en termes d'aide exceptionnelle, je ne sais pas ce qui va je ne sais pas, voilà, mais il faut se laisser quand même un peu de temps. Hein. Non, je suis d'accord, mais en même temps, vous voyez bien que la situation est de plus en plus pressante pour les petites entreprises. Et pourquoi s'intéressons à elles? Parce qu'en Guyane, grosso modo, sur 17 à 18 000 établissements, 82% au moins de 2 salariés. Donc, on a quand même affaire à un tissu de très petites entreprises, lesquelles sont plus fragiles dans cette circonstance. Et en fait, on se demande si on ne peut pas d'ores et déjà, que ce soit bien sûr vous, mais je pense aussi aux collectivités territoriales, la CTG qui s'est réunie ce matin pour un prêt aux artisans, aux indépendants. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, là, de mettre en place un dispositif, une espèce d'observatoire qui puisse réfléchir en même temps sur les mesures de compensation qui seront, me semble-t-il, impératives d'ici 2 à 3 mois, sans évoquer la possibilité d'un rebond du coronavirus, bien sûr. Bien sûr. Mais on dit la même chose, hein, il me semble. On dit exactement la même chose.
Mais ces éléments-là, ils sont en réflexion pour voir effectivement. Vous voyez bien que jour après jour, on a des annonces, on a des changements, on a des inflexions qui sont prises en compte pour permettre effectivement de s'adapter à la situation et de pouvoir effectivement la gérer au mieux. Et il y a un engagement, ce que je note seulement, c'est qu'il y a un engagement très fort au plus haut niveau, puisque c'est le président de la République qui a bien dit qu'il allait que tout devait être mis en œuvre pour pouvoir sauver les entreprises et qu'elles ne subissent pas, qu'elles ne ferment pas à cause de cette crise du coronavirus. Donc, c'est en train de se mettre en place, hein, mais les mesures ne peuvent pas, tout ne peut pas arriver, bien évidemment, d'un coup. Hein. Oui, alors justement, vous traitez, la CGSS traite les questions notamment de maladies. Alors, il y a un point sur lequel, manifestement, tout le monde n'est pas au clair, c'est sur le nombre de cas de coronavirus. Alors donc, puisque vous recevez les déclarations, j'aimerais savoir si, à ce jour, combien de déclarations la TGS a reçues, je parle en regard du coronavirus. Alors, nous, nous ne recevons pas et ne traitons pas les déclarations en tant que telles. C'est-à-dire que nous, on va traiter des arrêts maladie. D'accord, donc voilà. très bien. Alors, mais c'est l'ARS qui gère et qui suit effectivement la situation hein, et qui suit et qui informe d'ailleurs la population en lien avec la préfecture tous les jours sur le nombre de cas, l'origine des cas, est-ce que ce sont des cas qui ont été importés, est-ce que ce sont des cas qui sont développés de manière endogène, est-ce que le virus circule ou pas sur le territoire. Et donc, on a des réponses très précises et journalières et en temps réel quasiment sur la situation de la Guyane. Et d'ailleurs, on peut se féliciter qu'aujourd'hui, on reste en phase 1, c'est-à-dire que le virus ne circule pas sur le territoire. Hein. On a bien des cas, ils ont été dépistés, ils sont mis à l'isolement. Et grâce les mesures de confinement par ailleurs générales, l'ensemble des mesures qui ont été prises permettent aujourd'hui, et on peut dire aujourd'hui, et là je ne fais que relayer les messages qui sont portés par l'ARS, la préfecture, aujourd'hui le virus ne circule pas et c'est une très bonne chose et on peut s'en féliciter bien évidemment. Alors deux choses, ce n'est pas pour vous prendre en défaut, mais connaissez-vous, vous, le nombre exact de malades atteints par le coronavirus, puisque vous m'avez indiqué que vous avez des informations très précises? Ah ben, les informations, ce sont celles qui sont réunies par l'ARS. Moi, j'étais à 19 aux dernières informations. Hein. Je ne sais plus si c'était hier que j'ai regardé. Voilà, peut-être que c'est passé à 20 là aujourd'hui, mais bon, on est passé à 20. Oui, j'ai vu, on est passé à 20 cas même précisément. Excusez-moi, on est passé à 20 cas puisqu'il y a eu une autre détection. Alors, il y a une association, pas une association, il y a un syndicat d'infirmières, d'infirmiers, de personnel de santé qui s'adresse au pouvoir public aujourd'hui et qui leur dit vous sous-estimez ou vous mésestimez la réalité de l'expansion du coronavirus en Guyane. Alors, bien sûr, à titre professionnel, c'est difficile d'avoir un avis sur la question, mais avez-vous intégré des données, par exemple facteur 3 pour chaque cas constaté, ou facteur 5 ou facteur 10, avez-vous intégré ces données dans la perspective de la gestion de la crise? Moi, ma responsabilité n'est pas la responsabilité de l'ARS, c'est clairement. Donc, c'est l'ARS qui gère la crise. Hein, et moi, je fais toute confiance à l'ARS. Hein, et il y a sa directrice qui sont sur le pont, qui font un travail extraordinaire et phénoménal pour réussir à limiter l'expansion de la crise et avec des résultats qui sont, encore une fois, extrêmement positifs et intéressants dans le contexte très difficile dans lequel on est. Voilà. Après, pour le reste, après, tous les scénarios sont possibles, on est bien d'accord. Hein. Aujourd'hui, on est dans un scénario qui s'annonce. Pour l'instant, il faut parler avec beaucoup de réserve et j'espère que ça va tenir encore longtemps, plutôt favorable puisqu'on n'a pas de circulation endogène du virus qui en tout cas est identifié. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Si demain, on est dans une épidémie qui se répand, qui se généralise, évidemment, on sera dans une situation complètement inverse et beaucoup plus tendue, mais c'est avant tout un problème de santé publique, hein, plus que de remboursement de soins. Oui, quelle place occupe la CGSS dans le dispositif, on va dire, de lutte contre le coronavirus? Vous avez une place particulière ou est-ce que ça reste dans l'organisation classique?
Alors, on est effectivement, on participe le plus activement possible et avec à notre niveau sur la lutte contre ce virus. C'est-à-dire qu'on relaie des informations du national ou du local auprès des professionnels de santé, notamment. On passe également des messages de prévention auprès de la population. Par exemple, on a traduit les affiches en différentes langues. De manière à ce que sur les gestes barrières, les affiches des gestes barrières, on les a traduits le plus dès qu'elles sont sorties pour pouvoir les diffuser assez largement aux partenaires et qu'effectivement l'obstacle de la langue ne soit pas puisse être dépassé grâce à cette traduction-là. Par exemple, c'est un exemple. On reste bien évidemment en partenariat avec l'ARS, mais c'est l'ARS qui doit et qui assure encore une fois cette fonction. Et alors, ce qui se passe aussi, qui est encore un projet, mais il n'y a pas de raison de ne pas en parler, c'est qu'on pourra aussi appuyer, on est en train de se mettre en ordre de marche, si le centre 15 était débordé, de voir si on pourrait les aider à orienter les patients non graves, identifiés par eux comme non graves, vers des professionnels de santé libéraux, de manière à ce qu'ils ne perdent pas du temps sur ces orientations-là, par exemple. Alors, on a vu que l'outre-mer, les départements d'outre-mer ou les collectivités d'outre-mer avaient une position ou étaient dans une situation un peu particulière vis-à-vis du cadre général. Avez-vous, vous, des relations avec vos homologues des autres départements d'outre-mer, notamment dans la mise en place d'un dispositif qui pourrait avoir les mêmes configurations? Parce qu'au fond, la structure socio-économique est souvent semblable, à part Mayotte, bien entendu. Oui, alors, pour ne rien vous cacher, nous travaillons habituellement en relation étroite entre les différents départements d'outre-mer. Là, dans la semaine passée, ces relations ont été plus limitées parce que chacun était sur le pont, pris dans beaucoup d'urgence et on avait un peu moins le temps de la concertation qu'habituellement. Voilà. Chacun, je pense, pourra là aussi le comprendre. Il y a eu beaucoup de mesures à prendre pour réorganiser toutes les activités et gérer les priorités. Après, le caractère spécifique, il est malgré tout, il faut peut-être pas l'exagérer dans le cadre du contexte et de l'épidémie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la chance d'être en phase où le virus ne circule pas sur le territoire. Et ça, c'est une chose, mais ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les autres DOM. À La Réunion, il y a des cas endogènes qui se sont réalisés, il y a une augmentation du nombre de cas, donc on est dans une autre situation, par exemple. Voilà. Donc, quand vous dites que le virus chaque DOM, mais malgré tout, avec des situations différentes. Et à contrario, en métropole, il y a des départements où le virus circule très peu aussi, donc finalement, qui peuvent être peut-être plus proches que nous à un certain moment. Voilà, tout ça est très évolutif. Tout ça est très, très évolutif, clairement. D'accord. Alors, quand vous dites que le virus ne circule pas en Guyane, c'est une information source ARS, source autorité médicale. Oui, bien sûr. D'accord. Le 5 mai, M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a envisagé la possibilité d'une reprise, d'une réouverture des établissements scolaires. Pour ce qui vous concerne, avez-vous eu des directives sur une fin possible du dispositif en Guyane? Non, je n'ai pas d'informations privilégiées. Il appartient évidemment aux autorités, à l'État en général, au gouvernement, au préfet, au niveau local, d'arrêter ces dates et certainement pas à la CGSS. Alors, pour être complet, quelles sont les mesures dans le dispositif que vous avez mis en place qui permettraient d'optimiser le système, donc la relation de la sécurité sociale avec son public, et de laisser le moins de monde possible sur les marges? Alors, les mesures, encore une fois, c'est lorsque c'est possible, on utilise les outils de dématérialisation. Ce sont des outils qui fonctionnent bien en temps normal et qui fonctionnent toujours bien en temps de crise et qui deviennent d'autant plus indispensables. Et c'est vrai pour l'ensemble de la population, c'est vrai pour les professionnels de santé, c'est vrai pour les entreprises, et ça permet vraiment un traitement fluide, rapide et efficace d'une grande partie des demandes. Donc, c'est le premier recours à avoir pour simplifier les démarches.
Dernière question, êtes-vous en mesure aujourd'hui d'avoir une appréciation plus ou moins relative du coût social du coronavirus? Honnêtement, non. Là, clairement, on a été sur ces derniers jours dans l'urgence. Comment faire en sorte, encore une fois, de mettre en protection et de maintenir les activités pour ne pas rajouter des difficultés aux difficultés. Les évaluations, les chiffrages. Aujourd'hui, on n'est pas encore à mesure. Ça n'a pas été notre priorité. Voilà, c'est pas notre priorité. En fait, ce n'était pas la dernière. Il y en a une autre. La Caisse générale de sécurité sociale est administrée paritairement par les organisations patronales et les organisations de salariés. Est-ce que ce paritarisme fonctionne bien aujourd'hui et est-ce que tout le monde est dans un consensus sur les mesures qui sont mises en place en Guyane entre organisations représentatives des salariés et organisations patronales? Alors, la CGSS, effectivement, fonctionne avec un conseil d'administration, où comme vous l'avez dit très justement, sont représentés les représentants des salariés et les représentants du patronat. Et de ce conseil d'administration, à sa tête, une présidente qui, effectivement, donc, est présidente du conseil d'administration et donc a un certain nombre de prérogatives. Les mesures qui ont été mises en place, les priorités qui ont été mises en place ont été faites avec échange avec la présidente et j'ai son soutien total dans les mesures qui ont été prises en compte. Donc, on est complètement en phase avec la présidente sur les urgences, la manière de les traiter. Je préciserai aussi que, bon, alors là, c'est très interne, mais qu'on échange également, mais j'en profite parce que je pense que c'est important aussi de dire, avec les organisations syndicales et de la Caisse en interne, pour expliquer, partager, écouter, prendre en compte leurs remarques de manière à adapter nos dispositifs et que les changements soient portés dans le plus large consensus possible. C'est important dans ces périodes de crise que chacun fasse bloc et qu'on soit une équipe. On le doit, je crois, à l'ensemble des Guyanais, à l'ensemble de la population, qu'on fasse front ensemble et que chacun se mobilise pour atteindre ces objectifs qui sont d'autant plus importants qu'on est en période de crise. Alors, à ce propos, M. Bello, on va y arriver, Marc. À ce propos, il y a aujourd'hui quand même des interrogations et des inquiétudes qui sont liées au fait qu'on a le sentiment que les personnels sont peut-être moins à l'abri. Et je pense notamment au droit de retrait. Si vous avez vu la dernière ordonnance qui est sortie sur la question, au fond, en cas de désaccord, elle renvoie les deux parties à l'arbitrage des juridictions. Bon, on sait aujourd'hui, considérer l'état du droit du travail, que ce ne sera pas à l'avantage des salariés. Est-ce que vous ne pensez pas, alors y a-t-il, entre organisations syndicales et patronales, sur ce point-là, y a-t-il pas un point de friction? Il peut y en avoir, mais c'est la raison pour laquelle, je le soulignais, on a vraiment la chance, et je remercie vraiment moi mes partenaires d'avoir des vrais temps d'échange, de partage, pour ne pas arriver à ces mesures-là et arriver à des mesures contentieuses. On est dans le dialogue et c'est par le dialogue qu'on résout les problèmes et qu'on s'assure qu'effectivement qu'on peut mettre au travail les salariés dans des conditions de sécurité optimales. Marc? Oui, donc Luc, moi j'avais deux petites questions. Une première concernant Amélie. Au début de votre intervention, vous rappeliez qu'Amélie existait et permettait justement cette liaison avec la CGSS et qu'elle était disponible notamment sur les téléphones, sur les smartphones. Juste pour rappeler que Amélie, on est bien d'accord, ça concerne également les salariés, mais les entreprises aussi. C'est la même plateforme pour les deux. Alors, on a plusieurs, vous faites bien de revenir parce que c'est vrai qu'avec les échanges de questions et de réponses, et c'est bien normal, on n'a pas pu évoquer tous les sites, mais effectivement, on a Amélie pour la retraite, Amélie pour la maladie, mais on a aussi une plateforme informatique pour la retraite avec l'assurance retraite, où je rappelle qu'aujourd'hui, on peut déposer un dossier retraite complet sur ce site-là. On peut complètement déposer son dossier retraite. On n'a plus besoin de venir... Mais donc, Amélie, voilà. C'est bien pour les salariés et pour les entreprises. Pareil pour le site retraite, c'est pour les salariés et pour les entreprises.
Oui, alors, avec des fonctions un peu différentes. C'est essentiellement quand même pour les salariés, hein, Oui, pour la mais retraite, effectivement, oui. voilà, c'est essentiellement pour les salariés. Hein, et après, pour les entreprises, on a le site URSSAF, hein, ou travailleurs indépendants, qui permet effectivement là aussi de faire la quasi-totalité des démarches. Et enfin, on a le site de la CGSS qui permet aussi d'orienter tous nos publics vers les différents sites, vers les différents canaux de contact et de nous contacter. Hein. D'accord. Donc, Deuxième question, Monsieur Bello. À ce stade aujourd'hui, par rapport aux demandes que vous auriez reçues, est-ce que vous êtes saturé? Est-ce que vous arrivez à gérer le nombre d'appels? Est-ce que vous arrivez à gérer le nombre de demandes reçues par les oui. plateformes? Aujourd'hui, on arrive à gérer les appels. Hein, on n'est pas à saturation. On arrive à répondre de manière satisfaisante au téléphone. Hein. Voilà, on le gère de manière satisfaisante. Hein. Oui, à ce propos, vous n'avez pas l'impression que là aussi, il y a un public qui s'occupe de lui-même parce qu'il ne maîtrise pas l'usage du numérique, il ne maîtrise pas les moyens quand on parle de communication. Et là, y a-t-il chez vous une interrogation? Est-ce que vous ne dites pas, on doit considérer qu'on a 5, 10 à 15% de personnes qui peut-être ne sont pas dans le périmètre visible alors qu'ils sont concernés? Non, vous avez raison. On a ce risque que des populations fragiles ne soient plus à capacité de relationner avec nous et puissent se retrouver en situation délicate. Hein. On est bien d'accord que c'est un vrai risque et qu'on ne mésestime pas. Heureusement, on a quand même des mesures de simplification que j'espère qu'ils devraient être validées là très rapidement cette semaine, au niveau national, qui vont nous permettre de limiter ces risques. Ce qui s'annonce, hein, c'est par exemple sur voilà, des simplifications pour les renouvellements de la CMU qui permettraient effectivement de couvrir et de prolonger les droits, hein, sans qu'il y ait de démarches particulières à faire, ce qui permettrait effectivement aux populations là concernées et les plus fragiles de ne pas risquer d'être en rupture. Hein. Alors, un certain nombre d'organisations pensent, patronales notamment, mais syndicales également, ont bien compris cette problématique-là de la communication destinée aux populations les plus exposées. Et en fait, elles mettent en place des dispositifs de communication qui vont vers ces populations-là. Alors, êtes-vous, vous, en appui, par exemple, ou considérez-vous, par exemple, qu'il serait utile soit s'associer à une organisation, ou soit de mettre en place un numéro vert? Alors, un numéro vert, je dirais pourquoi pas, sauf qu'on a des numéros déjà qui sont accessibles, sur lesquels on essaie de communiquer largement, de manière à ce que chacun puisse nous contacter. Hein. Donc, les numéros verts, quelque part, on les a déjà. Hein. Les numéros verts sont destinés aux gens justement qui ne communiquent pas. On leur dit tiens, il y a un problème, numéro vert. Vous voyez, c'est ce réflexe-là sur lequel jouent ces organisations. Je veux bien, mais après voilà, enfin, qu'ils soient verts ou pas verts, mais voilà. Aujourd'hui, les numéros, les lignes sont ouvertes, hein, et permettent de fonctionner. Après, on reste en relation aussi avec tous nos partenaires. Hein. On travaille avec la CGSS ne travaille pas seule. Hein, alors là, aujourd'hui, ce sont des choses qui forcément sont aussi sont un peu chamboulées, hein, dans le contexte. Hein. Par exemple, les relations qu'on peut avoir avec les CCAS, les relations qu'on peut avoir avec l'ensemble des partenaires là, qui permettent d'être présents sur l'ensemble du territoire. Mais néanmoins, on reste tout à fait à l'écoute. Les numéros de téléphone sont connus, les mails aussi. Et donc, toute situation délicate, on se met en ordre de marche pour pouvoir essayer de la traiter et de la prioriser et de ne pas laisser effectivement la population en difficulté. Alors, Monsieur Bello, vous êtes bien informé des difficultés qu'a connues la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, notamment dans le traitement des différents dossiers de ces différents services. Il y a eu des périodes extrêmement difficiles. Alors, aujourd'hui, où en est-on? Alors, je pose la question parce que nous entrons dans une période de grande tension, ça c'est évident, qui va certainement avoir pour conséquence des retards dans le traitement des dossiers en cours. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une crise de gestion administrative à la suite de la crise du coronavirus au sein de la CGSS? C'est effectivement un risque. Alors, c'est bien pour ça qu'on est fortement mobilisé, hein, pour que tous les collaborateurs de la CGSS puissent travailler au maximum de leur capacité dans ce contexte bien particulier et sans se mettre en danger, encore une fois. Alors,
les retards, effectivement, il n'y a plus à en avoir. Aujourd'hui, ils étaient clairement en voie de résorption. On était en train de déstocker les dossiers avec des améliorations sensibles dans à peu près dans tous les secteurs. Cette crise, forcément, est une mauvaise nouvelle pour nous en termes de gestion, et une mauvaise nouvelle pour le coup pour la population. Maintenant, moi je pense qu'il faut rester raisonnablement optimiste. Pourquoi? Parce que certes, la CGSS perd de la capacité productive. Dans ce contexte-là, c'est évident. Je ne vais pas vous dire le contraire. Cela étant, on a malgré tout globalement, alors ça dépend des secteurs, mais on peut avoir une diminution malgré tout d'un certain nombre de charges de travail. Il y a des activités qu'on a mis en arrêt total ou partiel parce qu'effectivement on a moins d'activités Comme sur par un exemple certain nombre de par exemple, on a des délégués de l'assurance maladie qui vont rencontrer les professionnels de santé pour leur donner leur profil, les inciter à avoir des pratiques les plus vertueuses, relayer les préconisations de la haute autorité de santé, soit ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, on a suspendu cette activité. Effectivement, on a de l'accompagnement sur les entreprises, aussi en termes de prévention des risques professionnels, on a suspendu cette activité. C'est plus voilà, on est bien d'accord que c'est pas le moment de faire ces choses-là. Bon. Et donc on a l'accueil physique qui est suspendu aussi accessoirement. Et donc on a des activités qui sont effectivement largement à l'arrêt ou en sommeil. Bon. Et donc, on a aussi de la ressource qu'on va pouvoir redéployer, au moins en partie, pour gérer les activités prioritaires, et même pour gérer d'autres activités. Et l'objectif, c'est effectivement d'essayer de traiter le maximum de choses, parce que vous avez raison, après la crise, on va avoir de nouveau une augmentation d'activité. Tout ce qui a été mis en attente va arriver, il va falloir le prendre en compte. Voilà. Alors, heureusement, on était déjà dans une situation assainie, pas parfaite, mais assainie, ce qui nous permet déjà d'être un peu moins en stress. Mais la gestion de la crise, là, dans les jours qui viennent, va être déterminante pour qu'on ne perde pas trop en capacité de production et qu'on puisse gérer, encore une fois, les priorités et, si possible, au-delà, et qu'on se mette en ordre de marche pour qu'à la reprise, on ne soit pas submergé, qu'on impose et qu'on ne donne pas des délais importants. Et en fait, l'autre élément, c'est qu'effectivement, dans ce contexte de crise, on essaie de simplifier nos procédures au maximum, pour le coup, de manière à pouvoir aller plus vite et pouvoir, avec moins de ressources, traiter quand même un maximum de situations. Je vous en ai parlé, comme par exemple avec des renouvellements de droits, on demandera, voilà, aujourd'hui, par exemple, on demande aux professionnels de santé, lorsqu'ils nous font un flux non sécurisé, de nous transmettre des pièces, des pièces justificatives qui permettent d'acter et de bien vérifier, par exemple, le contenu d'une prescription médicale. Là, dans la mesure, on va leur demander de garder chez eux ces pièces. Et on va leur faire confiance totalement et on ne va pas pointer les pièces, on ne va pas vérifier ces éléments-là. On va considérer que, voilà. Et donc ça, pour nous, c'est des mesures aussi de simplification qui vont nous permettre d'aller plus vite avec moins de ressources et de ne pas se retrouver en situation, effectivement, de non-qualité de service. Monsieur Bello, vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit les organisations syndicales ou patronales, certains redoutent qu'on profite de la crise, que certains profitent de la crise pour mettre en place des plans sociaux qui ne disent pas leur nom ou pour réduire les effectifs. Considérer le fait que la population guyanaise augmente, on peut imaginer que le volume d'activité de la CGSS va augmenter. Est-ce que l'on peut, à partir de ces éléments, considérer que la Caisse générale de sécurité sociale ne peut pas pouvoir diminuer ses effectifs, mais au contraire pourrait envisager la possibilité de les augmenter? Je vous vois hausser les sourcils, monsieur Bello. Ah non, mais la Caisse de sécurité sociale envisage tout à fait d'augmenter ses effectifs. On les a augmentés l'année dernière, très, très clairement, et on continuera à adapter nos ressources aux besoins de la population. Il y a une véritable écoute de la part du national, parce que c'est eux qui attribuent les moyens, pour effectivement nous permettre d'avoir des ressources en adéquation avec les besoins de la population. Et la Guyane est dans une situation originale en termes de structure prioritaire, on peut dire, en termes de croissance. Et donc, la CGSS, pour le coup,
développe ses activités et peut avoir des ressources aussi un peu à croissance plus forte que dans le reste du territoire, parce qu'effectivement, on a une activité qui est en croissance clairement positive. On ne peut que vous remercier pour cette bonne nouvelle, monsieur Jean-Xavier Bello, directeur de la Caisse générale de sécurité sociale. Merci pour votre coopération à cet entretien. Et puis, on peut imaginer un autre entretien ultérieurement, puisque la crise n'est pas terminée. Merci à tous de nous avoir suivis sur 105.1 et 88.4 à Kourou, ainsi que sur Facebook. À très bientôt. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Vous écoutez RDI.